un joueur si remarquable que son nom est devenu synonyme au sport qu'il exerce. Chaque décennie, dans le monde du hockey, un joueur s'impose, et s'impose de façon telle que les amateurs refusent de laisser périr la légende. Guy. Un nom qui évoque la perfection. Adulé par les foules, admiré de ses coéquipiers et adversaires, Guy Lafleur ne laisse personne indifférent. Par la magie de ses feintes, la précision de son tir et l'aisance de son coup de patin, Guy Lafleur est devenu, pour les jeunes et les moins jeunes, le prototype par excellence du joueur de hockey professionnel. Guy Lafleur, un hockeyeur au style quasi parfait. Au cours des prochaines minutes, nous vous proposons, en compagnie du technicien en hockey, Pierre Ladouceur, une démonstration des principes de base du hockey tels que vus et décrits par Guy Lafleur. En premier lieu, Guy Lafleur nous conseillera sur le choix de l'équipement d'un joueur de hockey. Guy, c'est un bon hockey, ça? C'est un très bon hockey. Moi, je l'aime beaucoup, tout dépendant des goûts d'une personne, là, mais c'est un hockey qui va bien. Ce qui est important dans un hockey, c'est la pesanteur du hockey. Je crois que moi, je préfère un hockey plutôt léger, du fait que il faut avoir une meilleure sensation, si tu veux, de la rondelle. La longueur, c'est bon? La longueur, mais c'est à discuter. Les défenseurs vont aimer mieux un hockey long, du fait qu'ils vont patiner plus droit. Le joueur d'avant, lui, il va préférer un angle de 5, peut-être 6, dépendamment de la façon dont le joueur patine. C'est quoi la différence entre l'angle 4, 5, 6, 7? Bien, l'angle 4, c'est très, très bas pour le joueur qui patine très, très bas. L'angle de 5, c'est la moyenne que les jeunes vont utiliser aujourd'hui. Puis aussi, côté palette de hockey, qui est très importante, la longueur est de 12 pouces, la largeur est de 3 pouces. Puis, c'est le maximum? C'est le maximum 3 pouces. C'est utilisé plutôt chez les défenseurs. Puis il y a aussi la courbe qui est de 5/8 de pouce. Comme ça, c'est un bon hockey pour toi, Guy? Je l'aime beaucoup, mais je crois aussi que c'est bon pour toi. Bon, ben, je pense que je vais l'acheter.
Maintenant, tu as le bâton, Pierre, je te suggère d'acheter un casque protecteur. C'est pas uniquement bon pour les enfants. Ouais, j'aime bien celui-là. Très bon choix, du fait qu'il y a une bonne protection au niveau de la tête, les oreilles, et aussi une protection complète au niveau du visage. Maintenant, allons dans le vestiaire, on va voir le reste de l'équipement. Parfait. On va commencer par une pièce d'équipement cachée, un élément très important. On doit s'assurer qu'elle est très confortable et qu'elle ait une très bonne protection. Aussitôt que l'élastique devient mouillé ou usé, il faut penser vraiment à changer de pièce d'équipement, du fait que c'est une pièce cachée, parfois que les gens oublient de porter, mais dans un contexte comme le hockey, c'est important d'avoir une protection. Et aussi, il faut porter aussi au goût de la personne, on peut mettre à l'arrière de la coquille protectrice de la ouate pour s'assurer qu'il y ait le plus de protection possible. Guy, pourquoi la jarretière? Bien, premièrement, c'est pour tenir les bas. Puis aussi, c'est pour éviter de mettre du ruban gommé à la hauteur de la cuisse. Pour deux raisons. Ça empêche la circulation et puis ça nuit au mouvement lorsque vous patinez. Guy, quelle protection doit fournir une jambière? Et la jambière, ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'elle soit en bonne position sur le genou. Et quelle longueur tu recommandes? Puis la longueur que je recommande, moi, c'est à peu près 1 pouce environ, du haut de la bottine, aller au début de la jambière. Si elle est trop courte? Si elle est trop courte, il y a un danger de se faire blesser. Et puis si elle est trop longue, naturellement, du danger, pas du danger que de se faire blesser, mais qu'on soit inconfortable. Et au niveau de la grosseur? La grosseur, ça a discuté. Les défenseurs, du côté défenseur, vont prendre une jambière qui est beaucoup plus grosse parce que ça incite beaucoup plus de protection du fait qu'il arrête beaucoup de lancer. Et pour le joueur d'avant, lui, il va aimer une jambière moins pesante, moins grosse pour avoir beaucoup plus de rapidité. Maintenant, Guy, si on parlait des caractéristiques d'une bonne culotte d'hockey. Il faut que la culotte soit confortable. Si la culotte est trop serrée, ça nous empêche une liberté de mouvement. Si la culotte est trop grande, c'est inconfortable. Dans les deux cas, il y a un danger de blessure. Et la longueur? La longueur, il faut s'assurer que le protecteur arrive au-dessus de la jambière. Et aussi, ne pas oublier d'avoir un protecteur arrière, un protecteur pour le coccyx, et de s'assurer une protection additionnelle au niveau des hanches et des côtes. Guy, si on parlait de la protection du haut du corps. Bien, il faut s'assurer que la protection soit continue des épaules en passant par le coude et en allant jusqu'au bout des doigts. Le poignet est bien protégé? Normalement, une bonne paire de gants a une protection double. Tes épaulettes sont un peu particulières, Guy. Bien, ça, c'est un peu spécial. Moi, j'ai été habitué avec des épaulettes comme ça. Mais je conseille aux jeunes d'employer des épaulettes avec une protection avant et une protection arrière aussi. Un conseil, Guy, pour ceux qui veulent s'acheter une paire de patins? Et moi, personnellement, les patins que je porte sont un point plus petits que mes souliers. Du côté adulte, il y a toujours un point de différence, plus petit. Et chez les jeunes? Pour les enfants, si c'est question des enfants, bien, moi, personnellement, je trouve que c'est important qu'ils aient la même pointure que leurs souliers. Il y a beaucoup de parents qui achètent des patins qui prennent 1 point, 2 points plus grands que la normale pour que le patin lui dure 1 an, 2 ans de plus. Je ne crois pas que c'est la bonne solution du fait que la cheville est instable à ce moment-là. Puis le petit garçon, au lieu de travailler, renforcer sa cheville, mais ça ne marche pas du tout. Alors, si on passait maintenant à l'étape suivante, le patinage. Ça, c'est un bon point, ça. La base du hockey, Guy, c'est le patinage, et dans ton cas, ça a toujours été une de tes forces. Alors, si on parlait au début de démarrage, c'est un des points les plus importants du patinage. Le démarrage, Pierre, c'est très important pour se débarrasser de l'adversaire. Disons que dans mon cas, ça a été pratique. Il y en avait toujours un sur le dos, là. Et un des fois deux. Il fallait s'en départir le plus rapidement possible. C'est pour ça que le démarrage est très important. Également, tu avais souvent la rondelle. Bien, il y avait souvent la rondelle. C'est important aussi, dans le sens des départs, pour intercepter des passes. Quand les deux coéquipiers de l'équipe adverse essaient de se faire une passe, à ce moment-là, bien, si tu démarres vite, tu as une chance de l'intercepter. Puis également les rondelles libres. Les rondelles libres aussi, qu'il ne faut pas oublier. Parfois, on a une rondelle libre à peu près 10-15 pieds en avant de nous, puis c'est une course entre l'adversaire et toi. Puis si tu exécutes un départ rapide, tu as plus de chance à y arriver avant lui. Bon, si tu me faisais une démonstration, Guy, on pourrait l'expliquer aux jeunes. Au démarrage, il faut être dans une position correcte.
Le joueur doit faire face à la direction qu'il veut prendre, le corps est penché vers l'avant à la taille, les genoux sont fléchis et les patins doivent être écartés de la largeur des épaules. S'il s'agit d'un départ arrêté, les patins doivent être tournés à 90 degrés afin que la force soit dirigée dans la bonne direction. Il suffit de 4 ou 5 enjambées pour donner un élan. À chaque pas, l'angle des patins est réduit, de 90 à 60, puis à 50, à 40 et finalement à 30 degrés. À chaque foulée qui suit les premiers pas, il faut obtenir une pleine extension de la jambe d'appui. Encore une fois, mais cette fois-ci de l'arrière. Remarque l'angle des patins qui diminue à chaque enjambée. Départ arrêté ou départ en mouvement, c'est le même principe qui s'applique. C'est d'ailleurs cette force d'accélération qui permet à un joueur de se démarquer, comme le fait Guy dans cette séquence, puis de s'emparer du disque et de filer au but adverse. J'ai compris, Guy, tu veux parler de freinage? T'as bien deviné, mon Pierre, le freinage, c'est une chose très importante du fait que ça empêche beaucoup d'hors-jeu. Et pour les jeunes, c'est très important du fait que si le jeune ne sait pas bien faire ses arrêts, eh bien, il y a un danger de blessure aussitôt qu'il va arriver sur le bord de la bande. Et on en voit souvent qui plongent le plat ventre parce que ça n'a pas freiné. Ils ne savent pas freiner, puis souvent, on est porté à ne pas le pratiquer, le freinage. Mais c'est une chose très importante au hockey. Et on va leur montrer la technique, ils vont pouvoir freiner. Au freinage, les genoux doivent être fléchis et la force appliquée sur la partie avant de la lame. Il faut garder les patins serrés, mais bien décalés l'un derrière l'autre. L'axe incliné du corps permet aux patins de mordre pleinement dans la glace et facilite évidemment le freinage. Les erreurs à éviter: les genoux ne sont pas fléchis, les patins sont écartés l'un de l'autre, mais ils ne sont pas décalés. Ça va être pratique, mon Pierre. Mais Guy, ça a toujours été ton point fort, c'est les virages brusques. Et les virages brusques, c'est très important, surtout dans la zone offensive. Parfois, on est souvent porté à s'en aller trop creux dans la zone, dans un coin de patinoire. Puis on se sent pogné, puis le défenseur, on est tellement près de lui qu'il faut faire un virage brusque pour trouver un de nos coéquipiers pour faire une passe. Et des fois, ça t'a permis de marquer des buts, Guy, avec tes virages brusques. Mais les virages brusques, c'est très important du fait que si un de tes joueurs transporte la rondelle, puis il y a un joueur qui le surveille à ce moment-là, bien, avec un virage brusque, parfois, on est porté à éliminer complètement l'adversaire, dans le sens qu'on coupe vers le filet. Étant donné que j'ai besoin de pratique dans mes virages brusques, Guy, j'aimerais ça que tu me fasses une petite démonstration. Pour les virages brusques, la tête et les épaules tournent dans la direction du mouvement. Les patins sont serrés mais décalés, le corps est penché vers l'avant, le poids à l'arrière des patins. Encore une fois, cette technique permet au joueur de s'isoler de son couvreur pour se dégager. Guy, le prochain point, on devrait parler. C'est une chose que tu as toujours su profiter dans ta carrière. C'est des défenseurs qui ne savaient pas pivoter ou qui patinaient mal de reculons. C'est très important, surtout un contre un. Tu viens, tu arrives devant un adversaire, puis souvent, le défenseur va avoir une faiblesse, il va avoir de la difficulté à pivoter du côté gauche ou du côté droit. Puis ça, c'est une chose que les joueurs d'avant vont souvent remarquer du côté du défenseur. Les faiblesses sont toutes connues dans la Ligue nationale, j'imagine. Bien, les faiblesses sont étudiées. Souvent, on va regarder des films sur certaines équipes. On voit que certains joueurs en particulier ont de la difficulté à tourner à gauche ou à tourner à droite. C'est un avantage pour le joueur d'avant. Et pour les joueurs d'avant, le patinage arrière et le pivot, c'est important? C'est important du fait que souvent, le joueur d'avant, sur les jeux de puissance, est appelé à jouer à la défense. Et aussi, si le défenseur est pris hors position, à ce moment-là, le joueur d'avant va prendre sa place.
Pas comme avant, Guy, lorsqu'un défenseur était pris hors de position et qu'un attaquant prenait sa place, est-ce que tu avais tendance à attaquer de ce côté-là? On avait tendance à attaquer ce côté-là du fait que le joueur d'avant il a moins d'expérience que le défenseur. Et aussi, côté psychologique, mais on pensait qu'on avait plus de chance. Et on va aller voir ça côté technique, Guy. Pour les départs de reculons, les patins doivent être ouverts à la largeur des épaules et les genoux fléchis. Assis sur les talons, Guy commence son mouvement par une rotation à la hauteur de la hanche. Rotation intérieure pour placer le patin dans une position appropriée. Ensuite, extension du genou et la poussée finale est donnée avec la pointe du patin. Lorsqu'il patine vers l'arrière, Guy transfère son poids sur un pied et il soulève l'autre pied en lui faisant faire une rotation vers l'extérieur. Il place l'arche de ce patin contre le talon du patin sur la glace. Il faut suivre avec la rotation arrière de l'épaule et du bras, ce qui permet d'ouvrir complètement les hanches et l'épaule. Bien maîtriser ces deux étapes qui d'ailleurs s'effectuent simultanément. Pour passer du patinage avant au patinage arrière, le pivot est exécuté en plaçant le poids sur un seul patin. L'épaule opposée amorce une rotation arrière, ce qui ouvre la position du corps. En même temps, l'autre jambe exécute une rotation vers l'extérieur et le patin est ensuite placé sur la glace à presque 180 degrés de l'autre. Pour arrêter de reculons, il faut effectuer une rotation extérieure des deux patins, genoux fléchis, puis une forte pression est exercée sur la lame des patins avec l'extension des jambes. Encore une fois, le même geste, mais cette fois-ci en mouvement. C'est une manœuvre qui peut apporter d'heureux résultats. C'est très bon pour un début, pour apprendre le maniement de la rondelle. Je crois que c'est très important, Pierre, de manier la rondelle à une vitesse moyenne pour avoir un bon contrôle. L'étape suivante, Guy? L'étape suivante, c'est le maniement de la rondelle en mouvement. C'est complètement différent du fait qu'on est en mouvement et puis il faut encore là avoir une bonne sensation, si tu veux, de la rondelle et surtout une bonne vitesse, qui est très importante. Oui, il y en a beaucoup qui veulent aller trop vite. Bien, ce qui arrive, c'est que si le joueur de hockey va trop vite, à ce moment-là, il va perdre la rondelle la plupart du temps. Puis le contrôle, il n'y aura pas un aussi bon contrôle. Quant aux feintes, Guy, qu'est-ce qui se passe? Bien, les feintes, aussitôt qu'on a contrôlé le maniement de la rondelle en mouvement, bien, ce qui est important avec les feintes, c'est que si on joue un contre un, on s'en va vers un défenseur. À ce moment-là, souvent le défenseur va être porté à regarder la rondelle et en ayant le contrôle absolu du maniement de la rondelle en mouvement, bien à ce moment-là, on peut déjouer l'adversaire. On va aller voir le côté technique de la chose, Guy. Parfait, bien. Pour apprendre à bien manier la rondelle, il faut tout d'abord la regarder et il faut aussi apprendre à tenir son bâton correctement. Au début de sa carrière, Guy s'est concentré sur la rondelle et s'est servi de son champ de vision périphérique pour voir le reste de la patinoire et les joueurs adverses. Mais avec la pratique et les années, c'est le contraire qu'il est arrivé à faire, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur le reste de la patinoire et s'est servi de son champ de vision périphérique pour repérer la rondelle. Guy a aussi dû apprendre à sentir la rondelle sur son bâton. Il a donc tricoté avec elle en la maniant doucement. Remarque qu'il doit y avoir une rotation des poignets lors du maniement de la rondelle. Et remarque aussi que les mains doivent être écartées de 8 à 10 pouces pour donner une plus grande liberté de mouvement. Pour ce qui est du tricotage en mouvement, la technique est la même que lorsqu'un joueur est arrêté. Il faut apprendre à connaître sa vitesse de croisière. Un joueur est efficace avec la rondelle tant et aussi longtemps qu'il est maître de ses mouvements. Pour bien maîtriser la rondelle, il n'y a pas tellement de secret. Il faut de la pratique. En sautant sur la glace, plutôt que de lancer immédiatement, promène-toi avec une rondelle en dribblant au travers de tes coéquipiers. Ce même exercice, d'ailleurs, peut se faire sur une patinoire extérieure. Les feintes constituent un élément important du contrôle de la rondelle et s'avèrent difficiles pour un grand nombre de joueurs.
Pour les apprendre correctement, il faut au préalable avoir développé sa technique de patinage et être en mesure de contrôler la rondelle lorsqu'il n'y a pas d'adversaire pour nous gêner. Le but de la feinte, c'est de forcer le joueur défensif à se concentrer uniquement sur le porteur du disque. Il faut donc pratiquer une grande variété de feintes pour déjouer l'adversaire. Il ne faut pas oublier également les feintes de lancer qui déroutent le gardien de but. Bien, Guy, le point suivant qu'on va toucher, c'est la passe et la réception de passe. Mais avant de parler de technique, j'aimerais qu'on parle de l'importance de cet aspect-là du jeu. Moi, je trouve, Pierre, la passe, ce qui est très important, le plus important, c'est la précision. Souvent, le joueur va se débarrasser de la rondelle inutilement. Je crois que le joueur devrait avoir un contrôle parfait pour s'assurer que quand ça va être le temps de faire sa passe à son coéquipier, qu'elle soit précise. Et côté réception de passe? Réception de passe, ce qui est très important, c'est de se découvrir, de vouloir la rondelle. Souvent, certains joueurs vont se plaindre qu'ils n'ont jamais la rondelle. C'est parce qu'ils ne font pas un deuxième effort pour se découvrir de leurs adversaires pour, en fin de compte, avoir la possibilité de l'avoir la rondelle. Alors, ceux qui jouent à cachette sur la glace ne sont pas à rondelle? Non, ils l'ont pas à rondelle, puis c'est vraiment difficile pour le joueur qui veut faire une passe précise ou une passe parfaite. C'est impossible. Bon, maintenant, on va aller voir ta technique de passe et réception de passe, Guy. Parfait, bien. Pour effectuer la passe balayée, la tête est droite et tournée vers la cible à atteindre. Les mains sont écartées d'environ 10 pouces. La rondelle, elle, est à égalité des patins. Et le bâton est légèrement incliné de façon à emprisonner la rondelle. Les bras ramènent la rondelle vers la cible dans un mouvement de balayage. La rondelle est prise dans le talon du hockey et sur le mouvement de balayage, elle va vers l'avant de la lame, ce qui lui donne un mouvement de rotation qui lui permet de coller à la glace, ce qui rend la réception de passe plus aisée. Pour ce qui est de la réception, il faut apprendre à tenir son bâton correctement, les mains écartées d'environ 10 pouces. La main supérieure tient le bâton rigidement. La main inférieure est moins rigide. Les poignets doivent rouler lors de la réception de passe. Placez la lame du bâton de façon perpendiculaire sur la glace et lors de la réception de passe, la lame s'incline. Pour recevoir une passe, il faut, outre la technique, le désir qui se traduit par un effort. Autour de la passe levée maintenant. C'est la passe la plus difficile à réussir. Elle sert d'habitude à éviter un obstacle, un bâton ou la jambe d'un joueur adverse. L'action du poignet permet de soulever la rondelle. Il faut ouvrir la lame du bâton et soulever le bâton comme s'il s'agissait d'un grattoir ou d'une pelle. La rondelle doit voyager à plat dans l'espace afin qu'elle retombe à plat pour faciliter la réception. Remarque bien encore une fois que Guy lance la rondelle à plat dans les airs. Quant à la passe de revers soulevée, remarque que le bâton de Guy est incliné. Encore une fois, le principe est le même. Il faut que la rondelle voyage à plat dans l'espace. L'inclinaison du bâton est importante et l'impulsion est donnée par les poignets d'un coup sec. Le mouvement de pelle ou de grattoir reste le même, sauf qu'il est effectué de revers. Quant à la passe balayée de revers, il faut commencer en regardant la cible. Emprisonne la rondelle en inclinant la lame du bâton. Fais glisser la rondelle le long de la lame en amorçant la passe avec le talon de la lame du hockey. Ne frappe pas la rondelle. Effectue un mouvement de balayage. Les mains éloignées du corps et les épaules tournées du côté de la rondelle. Après avoir maîtrisé la passe en position arrêtée, il est évidemment bien important de la répéter en mouvement. Demande à un de tes coéquipiers de s'entraîner avec toi. Vous maîtriserez donc tous les deux l'art de la passe.
Mais rappelle-toi qu'avec tout l'entraînement possible et imaginable et avec les meilleures intentions au monde, tous les jeux ne mènent nécessairement pas à un but. Guy a toujours su bien maîtriser la passe du revers. Le voici en action avec Frank Mahovlich. Guy, on n'aura pas de difficulté à convaincre les jeunes de l'importance des lancers dans le hockey. Et moi, je vais te dire une chose, Pierre. On m'a toujours dit, si tu lances pas, tu n'as aucune chance de compter. Alors, quels sont les points à retenir si on parle de lancer? Et les points à retenir, c'est la précision du lancer, la force du lancer, puis la rapidité d'exécution. Évidemment, d'un lancer à l'autre, ça peut varier, ça. Bien, ça peut varier. Si on prend le lancer du poignet, c'est un lancer qui est très, très précis, comparativement au lancer frappé, qui a beaucoup plus de force, mais qui a moins de précision. Et le lancer de revers, c'est la même chose. Ça ressemble beaucoup au lancer du poignet, mais un petit peu moins précis, je crois, et moins de force. Alors, on va te voir en action dans chacun de ces lancers-là, Guy. D'abord, le lancer balayé. Ses avantages sont la rapidité d'exécution et la précision. La rondelle devrait être à côté du corps et le poids bien réparti sur les deux patins. La rondelle est emprisonnée dans la lame fléchie. Les mains sont écartées d'une dizaine de pouces. Lorsque le poids du corps est transféré, les bras commencent à balayer la rondelle. Le poignet de la main la plus basse est tendu. Le poignet de la main supérieure est fléchi et les bras écartés du corps. Dans le mouvement de balayage, le poignet supérieur bouge très peu. La lame et le poignet inférieur bougent davantage, donnant de la vitesse à la rondelle. Le lancer est certes l'un des points les plus intéressants du hockey parce qu'il conduit directement au fait de marquer des buts. Pour le lancer balayé, comme pour les autres, il faut respecter 3 points pour qu'il soit efficace. La force, la précision et la rapidité d'exécution. Mais ce n'est pas toujours facile, même pour Guy. Le lancer frappé. Son avantage, c'est surtout le fait qu'il est plus puissant que les autres lancers. La précision viendra uniquement avec la pratique. Ce lancer s'effectue dans le talon de la lame pour donner l'effet d'un coup de marteau sur la rondelle. Il y a un transfert de poids important qui s'effectue lorsque la lame redescend. Le joueur doit terminer avec son poids sur la jambe avant. Et la lame du hockey doit toucher la glace environ 1 pouce derrière la rondelle pour donner du ressort au bâton. N'oublie pas, amorce ton geste en regardant la rondelle et termine en regardant la cible. Et maintenant, le même geste, mais en mouvement. Et maintenant, le lancer du revers. Lorsqu'il est décoché en mouvement, c'est un lancer des plus efficaces. Parle-en à un gardien de but. Décomposons le mouvement en position arrêtée. D'abord, l'œil sur la rondelle.
les mains environ un pied l'une de l'autre et la rondelle appuyée sur le talon du bâton. Le poids du corps se transfère d'un coup sec de la jambe d'appui à la jambe de devant. Remarque que Guy utilise le talon de son bâton pour expédier son lancer du revers. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ton lancer du revers demeurera précis si justement tu utilises le talon de ton bâton pour l'effectuer. Encore une fois, au ralenti. N'oublie pas que le lancer du revers terrorise les gardiens de but qui ne peuvent qu'avec difficulté prévoir la trajectoire de la rondelle. Rappelle-toi aussi que c'est un lancer que tu te dois de maîtriser pour compléter tes feintes au but. Au tour de Jerry Cheevers maintenant de constater la précision du tir de revers de Guy. Le lancer soulevé. Sous l'œil de Pierre Ladouceur, Guy s'exerce à loger la rondelle dans le haut du filet. Le lancer soulevé est donc un lancer utilisé dans les situations tout près du filet adverse. Pour lever la rondelle, elle doit être placée à l'avant des patins. Il est plus facile de lever la rondelle avec le devant de la lame, mais le geste peut également se faire dans le talon du hockey. Rappelle-toi que ce lancer est des plus efficaces lorsque tu es très près du gardien adverse. Le banc des punitions, Guy, c'est pas un endroit où on t'a vu souvent au cours de ta carrière. Mais Pierre, j'étais beaucoup plus utile sur la patinoire qu'au banc des punitions. Ce qui nous amène à parler d'un aspect du jeu, la mise en échec. Puis à la mise en échec, la chose la plus importante, c'est de sortir le joueur du jeu et non pas de la patinoire. Et on va aller voir quelques exemples de la bonne manière de le faire. D'accord, Pierre. Lorsque tu dois t'improviser joueur de défense lors d'un repli, évite à tout prix de jouer la rondelle. Cela peut mener à de très mauvais résultats. Joue plutôt l'homme et tente de le manœuvrer vers le coin de la patinoire, où tu pourras soit le neutraliser ou soit récupérer la rondelle pour ton équipe. Regarde bien Guy pousser Pierre vers le coin. Et le tour est joué. Pour la mise en échec, serre-toi de ton corps et garde le bâton bas pour éviter les punitions. Donne-toi un angle de poursuite pour coincer ton adversaire et possiblement récupérer la rondelle pour ton équipe. Si, comme Guy, tu es un joueur d'avant, tu ne dois jamais foncer en ligne droite vers le porteur du disque. Décris plutôt un S pour ainsi arriver en angle et amener le joueur adverse dans une position difficile. La mise en échec a pour but de neutraliser l'adversaire. Il est bien évident qu'une mise en échec sévère peut servir une bonne cause à l'occasion, mais il n'est pas nécessaire de rechercher ce genre de mise en échec. Si l'occasion se présente, cela peut se faire, mais règle générale, pense surtout à neutraliser ton adversaire. Et rappelle-toi, le hockey, d'abord et avant tout, c'est pour s'amuser. Récapitulons brièvement quelques points de la technique de Guy. Pour le départ en position arrêtée, les patins doivent être à un angle de 90 degrés et l'angle doit diminuer à chaque enjambée. N'oublie pas de t'entraîner au maniement de la rondelle sans qu'aucun autre joueur puisse te nuire. Cela t'aidera à maîtriser l'art du tricotage. Lorsque tu t'exerces à passer la rondelle, s'il s'agit d'une passe soulevée, assure-toi qu'elle voyage à plat dans l'espace pour faciliter la réception. Et lorsque tu tires au but en utilisant le lancer frappé,
projette la rondelle avec le talon du bâton. La précision viendra avec la pratique. En terminant, Guy, as-tu quelques conseils à donner aux jeunes? Et les quelques conseils à donner aux jeunes, je crois, c'est de travailler très, très fort, donner toujours 100 %, non seulement dans les pratiques, mais aussi dans les parties. Et aussi, une chose très importante, c'est que les parents encouragent leurs enfants. Au lieu de les envoyer dans les arénas, je crois qu'ils devraient les accompagner. L'enfant se sentirait encouragé. Puis une chose aussi qui est très importante, c'est que l'enfant ait confiance. Puis, la confiance vient en pratiquant, en faisant de tout genre d'exercices possibles afin de s'améliorer. Moi, quand j'étais jeune, je ne pensais jamais de faire un joueur de hockey professionnel. C'était mon rêve, puis j'ai travaillé très, très fort. Puis je crois que le jeune aujourd'hui a autant de chance que moi j'en ai eu, mais la seule et unique chose qu'il faut que l'enfant fasse, c'est de pratiquer. Garder les buts contre Guy Lafleur, c'est certes pas une sinécure, comme l'ont découvert ses adversaires au fil des ans. Nous aimerions vous présenter, en conclusion, des extraits de la carrière de Guy Lafleur, des extraits qui, d'ailleurs, vous rappelleront sans doute de merveilleux moments. Guy Lafleur, le hockeyeur au style unique en son genre. À Montréal, la dynastie amorcée plusieurs décennies auparavant avait donné aux amateurs de hockey deux des plus grands noms de ce sport, Maurice Richard et Jean Béliveau. Mais le temps de prendre la relève était venu. Au début, la contribution de Guy fut modeste, alors qu'il éprouva sa part de difficulté à s'adapter au jeu de la Ligue nationale. Et comme il le dit lui-même à l'époque, « J'avais peur de faire des erreurs ». À sa deuxième saison chez les professionnels, Guy remporta sa première Coupe Stanley, alors que le Canadien eut raison des Blackhawks de Chicago.
Lors des séries éliminatoires, il accumula 3 buts et 5 passes. Le capitaine de la formation montréalaise, Henri Richard, est le tour d'honneur. Pour la première fois, son nom sur la coupe. En 1975, Guy compte 50 buts en une saison, et ce pour la première fois de sa carrière. Il termina la saison avec 53 buts, un record d'équipe. Lafleur était ainsi devenu le joueur le plus spectaculaire de son époque. Comme en font foi ces quelques images. Choisi au sein de la première équipe d'étoiles en 1975, la première de 5 sélections consécutives. En 1976, les Flyers de Philadelphie étaient les tenants du titre. Le Canadien les élimina en 4 matchs consécutifs, alors que le but de la victoire fut inscrit par Guy Lafleur. Il marqua 7 buts et ajouta 10 passes lors de ces séries. Yvan Cournoyer, le capitaine de la formation, accepta la Coupe Stanley. En 1977, le Canadien affronta les Bruins en finale. Lafleur avait compté 56 buts cette année-là, remportant le championnat des compteurs avec 136 points et accumulant par surcroît 26 points lors des éliminatoires. Quatrième partie. Le pointage est nivelé par Jacques Lemaire sur une passe de Lafleur. Un avant-goût de ce qui allait se produire en prolongation. Le Canadien remporte à nouveau la Coupe Stanley en 4 matchs et Lafleur décroche le trophée Art Ross, le Conn Smythe, le trophée Hart ainsi que le Lester B. Pearson. En 77-78, contre les Red Wings, Guy Lafleur compte son 60e but, un record d'équipe qu'il partage avec son partenaire de ligne, Steve Shutt. En 1978, encore une fois, les Bruins affrontent le Canadien en finale. Lafleur inscrivit 10 buts et 11 passes lors des séries. Lors du deuxième match, Robinson s'empare du disque et relaie une passe parfaite à Lafleur qui ne rate pas sa chance. Un but d'une importance capitale, compté en prolongation, menant à une 3e Coupe Stanley d'affilée pour le Canadien. En 1979, le Canadien se retrouve encore une fois en finale, cette fois-ci contre les Rangers. Menant la série 2-1, c'est en surtemps, lors de la 4e confrontation, que Lafleur s'empare de la rondelle pour effectuer une passe parfaite à Savard, qui marque le but de la victoire. Le Canadien prit ainsi l'avantage de la série, retourna chez lui au Forum pour disputer le 5e et décisif match de cette finale. Une victoire de 4-1 qui donna la Coupe aux Canadiens à domicile pour la première fois depuis 1968. Le capitaine Bob Gainey porté en triomphe sur les épaules de Guy Lafleur et une 4e Coupe consécutive pour le Canadien. Le 20 décembre 1983, contre les Devils, Guy Lafleur compte son 500e but, rejoignant ainsi à ce plateau Maurice Richard et Jean Béliveau. Le 25 octobre 1984, Guy compte le dernier but de sa brillante carrière contre Buffalo. Pour la dernière fois, les amateurs montréalais entendent Claude Mouton. Canadiens goal scored by number 10, Guy Lafleur. Avec l'aide du numéro 35, assisted by number 35, Mike McPhee. Et le 26 novembre, coup de théâtre. Guy annonce sa retraite. C'est là que j'ai décidé de prendre le week-end, puis d'en parler sérieusement avec ma famille.
Ce matin, bien, je suis rendu au forum, puis j'ai annoncé la décision à M. Carré et à Serge Savard que j'étais pour prendre ma retraite. Pas parce que j'étais dans une léthargie. Au contraire, c'est parce que je pensais pas... peut-être que je n'étais pas motivé comme je l'ai été dans les années, dans mes grosses années. Puis que je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'équipe allait bien. Il vaut mieux se retirer quand l'équipe va bien que si l'équipe avait été dans une phase où il y avait eu des difficultés. Mesdames et messieurs, Guy. Le 16 février 1985, des milliers d'amateurs massés dans les gradins de l'enceinte du Forum ont rendu un dernier vibrant hommage à Guy Lafleur. Nous nous joignons à eux pour tout simplement te dire merci Guy. Merci pour de si merveilleux moments.